Sur WhatsApp, il y a des gens qui font des prescriptions. Il y a des gens qui proposent des produits, par exemple des produits contre le diabète. J'ai déjà vu un gros galon comme ça et ils vendent ça à 6 000 gouttes et tu achètes pour ton diabète. Il n'y a aucun contrôle des instances sanitaires. Il y a cette culture en Haïti de sortir des sentiers battus, de suivre des chemins de traverse et de contourner les règles. Par exemple, la personne peut avoir une déclaration définitive d'impôt à faire et puis quelqu'un devant la DGI lui dit « Non, mais je peux t'aider, tu vas payer moins. » Tu vas payer moins. À chaque fois que la personne a une pièce dont elle a besoin, il y a toujours un débrouillard. Moi, je dis débrouillards, on les appelle aussi raquetteurs. Un débrouillard qui s'en charge. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont été anarqués aussi. Même devant l'ambassade à un moment donné, l'ambassade américaine. Il y a des gens qui sortaient de l'ambassade. Les gens faisaient un jeu psychologique. Ils regardaient le visage de la personne et se disaient, cette personne a eu un refus. Et puis ils disaient, ah, je peux t'aider à voir. Il y a beaucoup de gens qui ont été arnaqués comme ça. Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ici au studio de Haïti Inter un auteur qui nous vient d'Haïti. Il s'appelle Jimmy Malval et il vient avec cet ouvrage, L'Atelier du réel. C'est un ouvrage passionnant, je l'ai lu, qui parle de la réalité en Haïti. C'est des petites chroniques qui parlent des quartiers de Port-au-Prince, qui parlent des réseaux sociaux, effectivement, ce que la modernité fait de nous. Haïtiens, vous allez voir, c'est très, très croustillant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais saluer mon invité. Bonsoir, Monsieur Malval. Bonsoir, Monsieur Fréolus. Jimmy Malval, vous n'êtes pas qu'écrivain, vous êtes aussi professeur et aussi vous travaillez à la banque, dans une grande banque à Port-au-Prince. C'est ça. Effectivement, je suis cadre du secteur bancaire et je travaille à la Sogebank depuis 25 ans. Actuellement, je suis directeur exécutif, opération et fait à payer. Bien entendu, je suis aussi professeur d'université. J'enseigne à l'université d'État et j'enseigne aussi dans des universités privées. Bien entendu, je suis écrivain et j'écris depuis l'enfance, mais j'ai commencé à publier il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai publié mon premier recueil de nouvelles, c'est Nouvelle errance, qui a été salué par un prix, le prix Joseph Descharles, des lycéens. Et 4 ans plus tard, j'ai publié Fragments d'ici et d'ailleurs, qui est un second recueil de nouvelles, plus volumineux, mais qui reprenait des thèmes et qui étaient des thèmes communs aux nouvelles que j'ai publiées dans Nouvelle errance, mais qui s'inscrit aussi dans dans le contexte et dans l'environnement actuel que connaît et que vivent les Haïtiens. Parce que dans ce second recueil de nouvelles, j'ai publié 2 nouvelles qui concernent Jovenel Moïse. Ah d'accord, c'est il y en a un, Les rêves du royaume de Démétie, qui parle d'un président qui est assassiné et qui donne des pistes sur les causes de son assassinat. Et j'ai écrit une seconde nouvelle qui est intitulée Un écrivain en cavale. C'est quelqu'un qui écrit une nouvelle sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Ces prétendus assassins pensent que cet écrivain a été informé par quelqu'un d'autre de ce qui s'est passé et ils ont voulu le tuer. Et on va voir ce qui va se passer. Ensuite, pendant les 4 ans, après la publication de Nouvelle errance, je travaillais et en même temps sur un roman qui est sorti en décembre, c'est L'héritage de Marie-Thérèse. Mais ce livre que je viens de sortir est sorti en février, a une histoire particulière. J'ai été en vacances pendant 1 mois et demi et pendant 1 mois et demi, je me suis dit que les Haïtiens sont en train de vivre quelque chose de particulier. C'est comme si nous autres, nous sommes dans un laboratoire et il y a la providence qui joue avec nous. Et par rapport à ça, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive quelque chose pour attirer l'attention sur la conjoncture sociopolitique, mais aussi pour proposer des pistes, pour attirer l'attention, mais aussi pour toucher les consciences, pour offrir un autre regard sur ce qui se passait. J'ai commencé à écrire des textes. Par exemple, j'ai un texte que j'ai écrit qui est intitulé La classe moyenne fictive. Cette classe qui est entre la classe dominante
et la classe populaire. C'est quoi sa situation? A-t-on besoin d'une classe moyenne? Est-ce qu'on a actuellement une classe moyenne en Haïti? Ça, j'invite le lecteur à lire le livre, c'est très intéressant. Justement, parce que vous parlez aussi de la classe moyenne dans ce livre, nous allons y revenir. Mais diriez-vous que vous êtes un banquier qui écrit ou un écrivain qui travaille dans une banque? Bon, la frontière est mince, disons. Et disons que nous essayons de faire la part des choses. Ok. Quand je suis à la banque, je m'occupe de la banque, mais n'empêche que même dans mes mails, les courriels que j'envoie, mes écrits, on voit que c'est pas typiquement un banquier qui écrit. Le banquier est très influencé par l'écrivain. Très bien. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je disais que cet ouvrage qui s'appelle L'Atelier du réel, c'est 22 chroniques consacrées à la vie quotidienne en Haïti, la vie des quartiers. On y rencontre un influenceur TikTok, un Madame Sarah, un pasteur dépendant du Wi-Fi, des faux médecins qui prescrivent via WhatsApp, le blackout, etc., etc., etc. Alors, le fil conducteur du livre, l'auteur l'a dit, effectivement, c'est la dignité, malgré les difficultés, les Haïtiens continuent à inventer. Alors, la première question, vraiment, par rapport au livre, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi la forme de la chronique. En fait, on va dire la forme, c'est comme si c'était des paraboles, plutôt qu'un essai ou simplement un roman. Oui. C'est, normalement, je sais que c'est pas un roman parce qu'un roman, c'est un tout. Normalement, j'ai pensé à écrire des essais, mais j'ai trouvé que l'essai était trop philosophique. Je voulais atteindre un public. C'est pour cela que, à chaque récit, on a une histoire d'une personne ou de plusieurs personnes, et c'est comme un dosage entre la nouvelle et l'essai. Okay. Ce qui a donné une chronique, en fait, comme tu as dit. Je prends l'exemple de l'influenceur de Cafoufeuille. Dans l'influenceur de Cafoufeuille, je raconte l'histoire de Junior, qui est devenu influenceur. Après s'être battu, sa vidéo a été vue sur la toile. Mais j'aurais pu m'arrêter en disant que voilà, que Junior a commencé à recevoir de l'argent grâce à son job d'influenceur. Mais j'explique aussi, je remets certaines choses en question. Aujourd'hui, on a des influenceurs qui ont du succès sans avoir de contenu. Alors qu'on a des gens bien formés qui ont du contenu mais qui n'ont pas de succès. Ça, c'est un grand paradoxe. C'est un grand paradoxe. Et on le voit. Il y a des gens qui ont un langage, qui ont de la popularité, alors qu'ils n'ont pas vraiment de contenu. Alors qu'il y en a d'autres qui ont du contenu, qui ont fait des études, ce qu'ils proposent, c'est de la matière susceptible de toucher les consciences, d'aider à faire avancer le pays, mais ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas écoutés. Ça, c'est un grand paradoxe. Effectivement, on va aborder cette question un petit peu plus en détail. C'est vrai, parce que sur la première chronique qui parle de cet influenceur Junior qui habite à Cafoufeuille, on va revenir sur son cas. Je veux savoir, est-ce que vos personnages sont réels? Est-ce qu'ils existent vraiment? Disons que les personnages sont fictifs, mais pas totalement. Je peux partir d'un personnage qui existe, et puis d'un détail concernant un personnage, par exemple d'un influenceur que j'estime qu'il n'a pas de contenu et que c'est par le hasard qu'il est devenu un coach et qu'il est apprécié, c'est par la force des choses. Mais je ne m'arrête pas sur ce personnage. Parce que si je m'arrête sur ce personnage, mon récit va perdre son universalité. Je commence par le personnage et je prends la clé des champs, je vais vers l'universalité, parce que si je reste sur le personnage, je parle d'une personne. Mais si j'extrapole, je parle de l'humanité. C'est pour cela que tout un chacun pourrait s'y reconnaître. Parce que mes récits, quand la personne quiconque lira mes récits va se dire, ça, c'est peut-être moi, ça aurait pu m'arriver, ou j'ai déjà vu ça. Ouais, d'accord, je comprends. Le récit n'est qu'un support. C'est ça. En prétexte, effectivement, pour parler des choses de façon plus globale dans la société. Plus globale, justement. Ok, alors, parlons le cas de Junior. Effectivement, la première chronique, le premier récit raconte l'histoire de jeune homme, effectivement,
qui s'est retrouvé dans une bagarre et ça a été filmé et du jour au lendemain, il est devenu célèbre. Il publie des vidéos sur TikTok, etc. Et c'est comme ça, il est devenu ce qu'on appelle un influenceur en Haïti. Alors, j'ai envie de vous demander ça. Comment devient-on un influenceur à Port-au-Prince, en Haïti, de façon générale? D'abord, il faut avoir un compte sur les réseaux sociaux et il faut avoir des contenus. Par exemple, il y a des influenceurs pour toutes sortes de choses. Il y a des jeunes filles qui vont dans des hôtels, qui font des photos de ce qu'ils mangent, de ce qu'offre l'hôtel, et certains sont payés pour mettre en valeur certains établissements. Je sais. Non, mais je parlais de la particularité de Port-au-Prince parce que la façon dont vous décrivez, par exemple, le cas de Junior, qui, effectivement, du jour au lendemain. Mais ce qui arrive, dans le temps, les rumeurs et les petits scandales voyageaient à pied. Et c'était de bouche à oreille. Mais aujourd'hui, il suffit qu'une vidéo arrive sur un téléphone et 10 minutes après, ça voyage un peu partout sur la toile. C'est que le progrès technologique et l'utilisation aussi des réseaux sociaux fait que les nouvelles voyagent vite et on peut du jour au lendemain passer de l'anonymat à la célébrité, dépendamment. Je prends l'exemple d'un type qui faisait des vidéos où il disait « nous pas égarés ». Du jour au lendemain, le type est devenu populaire avec un seul slogan « nous pas égarés ». Nous pas égarés. Et pourtant, écoute, vous allez voir aussi, il y a d'autres influenceurs comme ça qui n'ont qu'un slogan et ça marche. Le slogan marche. Si ça marche, c'est relayé et un peu partout. J'ai un type que j'avais l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'on fait une vidéo, il apparaît et dit pour qui ça? Ou bien il dit l'Éternel frappé yo. Mais ce type, je pense qu'il vit aux États-Unis maintenant, il est connu un peu partout pour ces deux phrases. Ouais, c'est fou. Mais ça, c'est le symptôme de quoi, en fait? Parce que ces gens-là, quand même, arrivent à avoir un écho, quand même, on les écoute probablement plus que les intellectuels. C'est le symptôme de quoi, là? Bon, je pense que c'est un signe que les temps ont changé, c'est d'abord, c'est un signe du temps, mais aussi que les valeurs aussi sont en train de bouger. Les valeurs aussi sont en train de bouger. Ce qui arrive, dans le temps, il y a une façon de transmettre les valeurs. Il y avait une façon de transmettre les informations. Mais maintenant, il y a une démocratisation de l'information. En ce sens qu'il y a beaucoup de canaux par lesquels passe l'information, les informations. Internet, force est d'avouer que c'est pas contrôlé. Parce que dès que la personne a un téléphone, a un compte sur les réseaux sociaux, il peut le poster. Et ce qui arrive, il y a des gens qui ont un contenu. Par exemple, la personne poste un contenu de 5 minutes. Il y a des gens qui ne vont pas rester 5 minutes à regarder une vidéo. Ils vont pas rester 10 minutes à regarder une vidéo. Mais une vidéo de 30 secondes, d'1 minute, et qui fait rire, c'est lu un peu partout. C'est lu un peu partout. Des fois, c'est une image. Des fois, c'est juste une phrase. Et ça, même si moi, je ne m'attarde pas sur l'image, mais ça passe devant moi. Et c'est comme ça que beaucoup de gens reçoivent des likes, et ces likes sont des signes d'encouragement à continuer. Mais est-ce que des gens arrivent quand même à vivre de TikTok en Haïti? Je pense. Okay. Je pense. Il y a des gens qui ont des comptes rémunérés. D'accord. Alors, est-ce que il n'y a pas une ministre qui était tiktokeuse, une femme qui était tiktokeuse qui est devenue ministre en Haïti? Je pense. Ministre du tourisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle était c'est comme une influenceuse. Yeah. Tout ce qu'elle mangeait, on voyait ce qu'elle mangeait, elle postait. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, vous pensez que c'est sur la base de son statut de tiktokeuse qu'elle est devenue ministre? Nous avons plusieurs chapeaux. Okay. Tout comme moi, je suis écrivain, je suis cadre de banque et je suis prof d'université. Je pense que c'est pas seulement sur cette base-là. Sinon, il faudrait se poser beaucoup de questions. Je pense que elle a des compétences. Je ne peux confirmer. Je pense qu'elle est censée avoir des compétences et de base lui permettant d'être ministre parce que TikTok ne nous forme pas à être des dirigeants d'un pays. Nous sommes influenceurs
Mais et TikTok n'est pas une école qui forme les dirigeants. Je ne pense pas. Voilà, il faut rappeler aussi que, on va dire, ce qu'on est en train de dire là, c'est pas uniquement le cas d'Haïti. Donc un peu partout, effectivement, on va dire, les réseaux sociaux explosent, les gens les utilisent, etc. Donc il n'y a pas vraiment de barrière. N'importe qui peut, du jour au lendemain, un peu partout, pas qu'en Haïti, elle peut devenir quelqu'un de célèbre. Mais en Haïti, quand même, ça a une saveur particulière, quand même, reconnaissons-le. Alors, vous avez parlé aussi dans votre livre, je crois que c'est la deuxième chronique qui parle d'une dame, une commerçante, la Madame Sarah, digitalisée. C'est ça, effectivement, qui apprend dorénavant qu'il faut qu'elle utilise Mon Cash. Mon Cash, c'est un système de paiement en Haïti. Oui, c'est ça. Etc. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'en Haïti, les Madame Sarah utilisent Mon Cash? C'est un système qui permet de payer par téléphone, c'est ça? Oui. Au moment où on en parle là, je ne peux pas dire oui ou non, parce que ça varie. Quand on prend la Madame Sarah, c'est elle qui est au marché ou bien qui vend ses trucs. Imagine que quelqu'un vient et dit je veux payer par Mon Cash. Si la dame qui vend à Mon Cash, le client peut payer par Mon Cash. Par exemple, moi, je peux aller chez un coiffeur pour couper mes cheveux, je paie par Mon Cash. Je peux payer par Mon Cash. Mais la Madame Sarah aussi, parce qu'il suffit que celui qui achète soit en mesure de payer par Mon Cash et que la personne qui vend soit en mesure de recevoir l'argent et puis le tout est joué. Il suffit d'avoir un téléphone, par vrai. Il suffit d'avoir un téléphone. Et c'est toute la problématique qui est soulevée, c'est parce que Mlle Roselyne, elle se bat déjà avec le téléphone qu'elle ne peut pas utiliser de manière efficiente. Il faut qu'elle commence à utiliser son téléphone de manière efficiente. Comme elle ne peut pas encore utiliser son téléphone de manière efficiente, elle doit voir comment l'utiliser, mais aussi Mon Cash aussi. Parce que Mon Cash, il faut savoir utiliser Mon Cash. Comment il faut pouvoir vérifier si on a reçu, si on vous fait un transfert Mon Cash, il faut l'utiliser et savoir vérifier. Parce que si le client dit, je t'ai fait le transfert, et le client s'en va et que Mlle Roselyne ne voit pas le transfert Mon Cash arriver, alors la marchandise est perdue, l'argent est perdu aussi. Ce qui arrive, c'est pour cela que son fils dit, ah maman, il faut mettre un code. Et il faut contrôler, sinon, il y a volé. Et puis, Roselyne est sceptique et elle dit, comment cet argent va voyager? Est-ce que c'est dans les airs que l'argent va voyager? Bon, c'est sa façon à elle, c'est les mots qu'elle utilise pour dire, voilà comment voyage Mon Cash. Mais le numérique, on se dit c'est de manière virtuelle que ça, et comme Roselyne a dit, c'est dans les airs. C'est pas palpable de la façon dont ça voyage. C'est de manière numérique, c'est de manière virtuelle. Maintenant, ce qui se passe, moi, ce texte-là me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? C'est parce que j'ai travaillé à un moment comme directeur de succursale et à la rue du Quai, où j'étais à la Sogesol. Il y a constamment des clients qui se faisaient voler, des marchands aussi qui se faisaient voler en laissant la Croix des Broussailles, le marché du port. À un moment donné, on avait réfléchi à se dire, est-ce que ce serait pas un beau projet de distribuer des POS à toutes ces marchandes? C'est quoi des POS? Des POS, c'est la machine que tu utilises pour pouvoir passer ta carte. OK. Pour payer. Ce qui fait, les marchands auraient les cartes, les gens auraient les cartes de débit, et à ce moment, ils utiliseraient les cartes pour payer. Ils n'auraient pas à descendre avec de l'argent. La marchande, après la journée aussi, n'aurait pas à prendre la route pour rentrer chez elle avec une sacoche pleine d'argent. À ce moment, les voleurs, les bandits de grand chemin devraient s'ingénier à trouver d'autres moyens de voler. Bien entendu, c'est un projet que j'ai même commencé à écrire pour proposer au management de la Sogesol à l'époque. Maintenant là, arrivé aujourd'hui, à l'époque il n'y avait pas encore Mon Cash, où on a Mon Cash, où l'argent, où on peut payer, pourquoi pas? Pourquoi pas se rendre au marché, être en face de la marchande, elle te fait son prix et tu lui envoies l'argent. Et il y a un bip qui est fait, c'est la confirmation qui arrive. Faut-il, à ce moment-là, que la marchande sache lire aussi? Ça, c'est important, non? Pour constater, parce qu'il faut recevoir un SMS. Oui, il y a ça, parce que sache lire, parce que il faut la confirmation que c'est le bon montant qui est arrivé aussi. Ben, bien sûr. Donc, la marchande, voilà, elle devrait savoir lire et écrire. Oui, donc c'est tout un écosystème qu'il faut créer autour de la marchande. Elle doit être alphabétisée.
elle doit être alphabétisée. Elle doit être alphabétisée numériquement aussi pour pouvoir utiliser un téléphone et pouvoir confirmer tout ça. Mais ce qu'on dit là, c'est pas la mer à boire. C'est la possibilité de favoriser l'inclusion financière. C'est la possibilité de permettre aux gens d'utiliser ces services financiers. Savoir utiliser un téléphone, parce qu'il y a beaucoup de marchands qui savent envoyer des voices, qui savent faire des vidéos. OK? Eh ben, écoute, on ajoute cette fonctionnalité sur le téléphone de pouvoir vérifier mon cash et d'envoyer mon cash et de recevoir aussi. Alors, dans ce livre, vous nous apprenez aussi que les églises, dorénavant, ne fonctionnent pas sans Wi-Fi. Parce que c'est important, parce que les messes sont, en fait, les cultes, si vous voulez, ou bien les services, comme disent les protestants, sont diffusés en live, en direct sur les réseaux sociaux. Avant l'Internet, avant les lives, que se passait-il? La personne était fidèle dans une église, la personne s'en va aux États-Unis, mais continue à envoyer des enveloppes au pasteur pour remercier pour la prière qui a été faite, qui lui a permis d'avoir le visa, ou bien pour continuer à participer aux activités de l'église. Mais c'était à distance. Mais maintenant qu'ils ont les facilités pour ça, que la messe peut être en live, que la prêche du pasteur peut être en live, ils l'utilisent. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne commencent pas leur office sans que ça soit en ligne. Et c'est pas seulement l'église catholique ni certaines églises protestantes. Il y a beaucoup de religions. Ils ont un lien où des gens un peu partout suivent l'office. Ouais, c'est vrai que j'ai lu ça avec humour dans votre livre. En fait, vous appelez le Saint Wi-Fi. Oui. Les fidèles, effectivement, prient pour que le Wi-Fi, parce que il y avait une panne de Wi-Fi pendant historiquement, on priait pour chasser les démons, pour chasser et comment dirais-je, la médisance, la méchanceté. Mais maintenant, on prie pour que l'Internet reste stable. Le Wi-Fi soit stable. C'est vrai? Maintenant, et avec humour, et on prie pour que les voix du pasteur arrivent jusqu'à Boston. Et pour que les bénédictions proviennent de Boston aussi. Ouais, et puis il y a aussi les super chats. Les super chats en dollars. C'est ça, les super chats, c'est de l'argent que ceux qui sont connectés donnent. Oui, envoie. Donc ça change tout. Donc du coup, en ce sens-là, comment dire, un pasteur, quand il prêche, il ne s'adresse pas uniquement aux gens qui sont présents. Non, mais à tout le monde, à tous ceux qui sont en ligne. Donc c'est-à-dire que son discours, voilà, s'adresse aussi aux diaspora qui se trouve au Canada, aux États-Unis. Dans le temps, il disait, nous allons prier pour frère Jacob qui est dans l'église, nous allons prier pour frère Jean qui est malade, mais aujourd'hui, ils vont prier pour frère Jean, Jacques, Joseph, qui se trouvent aux États-Unis et qui sont présents sur le live. D'accord. Et peut-être que frère Jean, qui se trouve en Haïti, n'aura pas de prière parce qu'il n'a pas de quoi payer. Je pense que le pasteur, il a compris aussi que, en fait, on doit réserver certaines choses à ceux qui payent, non? Écoute, oui, mais il y a ça, mais aussi la bénédiction est commutative. Tout le monde mérite la bénédiction. Mais j'allais ajouter que, dans le temps, il y avait dans les églises ce qu'on appelle une carte de persévérance. C'est une carte, quand tu viens à l'église, on faisait un trou dans la carte, dans le jour, pour dire que tu étais présent. Tu étais présent. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut monter sur le live pour contrôler, pour voir tous les frères qui sont présents. Ah ouais? Oui, parce que sur le live, on voit les noms qui sont présents. Ah ouais? Est-ce que tu comprends? Ouais. Parce que on n'arrête pas le progrès. D'accord. On n'arrête pas le progrès. Et pour montrer la fragilité aussi de tout ça, quand enfin le Wi-Fi était stable et disponible, il y a eu une coupure d'électricité. Parce que sans courant, on ne peut pas avoir Internet. On ne peut pas avoir le live. Et un des frères a dit maintenant, il nous faut prier pour EDH. Donc c'est pour montrer que c'est un labyrinthe. Pour entrer dans la technologie, pour s'adapter à la technologie, qu'il s'agisse de foi ou d'économie, il y a toute une logistique autour de ça. Ouais, justement, effectivement. Alors, il y a une chronique qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est celle sur WhatsApp. Le docteur WhatsApp. Le docteur WhatsApp. Docteur Miracle 509, docteur WhatsApp. C'est ça. Alors, est-ce qu'il existe vraiment en Haïti des docteurs WhatsApp? C'est-à-dire que des gens vraiment... Non, là, je confirme. Il y a des gens qui, effectivement, font passer des annonces. Ils ont un numéro WhatsApp, ils ont des groupes où ils proposent des produits, par exemple des produits contre le diabète.
OK? J'ai déjà vu un gros galon comme ça et ils vendent ça à 6 000 gouttes et tu achètes pour ton diabète. Mais ce produit, on ne sait pas de quel laboratoire ça provient. On ne sait pas si ça a été contrôlé parce que qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas me lever un beau matin et avoir une pharmacie. Je vais me faire contrôler, on va me demander c'est quoi ma licence de pharmacien. Souvent, des gens qui n'étaient pas pharmaciens étaient obligés d'utiliser la licence d'une personne qui est pharmacien pour exercer leur commerce. Ça, c'est la magouille classique. Oui, la magouille classique. Mais maintenant, ça déborde les frontières. Sur WhatsApp, la personne vend son produit, tu paies par mon cash, la personne te livre à la maison. Oh. Il n'y a aucun contrôle des instances sanitaires. Donc, c'est-à-dire, on sait même pas qui est la personne, si elle est vraiment médecin ou pas. Non, mais justement, Ouais. mais c'est là le point. La personne qui fait ça relève de la débrouillardise aussi. Je parle de la débrouillardise plus loin. Mais la personne qui achète aussi. Parce que le point, c'est pas pour le fait d'une personne d'être débrouillard, de créer ce produit, et d'une personne, une autre personne, d'être crédule et d'acheter. C'est plus loin. Le docteur WhatsApp continue de sévir parce qu'il y a un vide. Et dès qu'il y a un vide, il y a toujours un produit, il y a toujours une personne, il y a toujours un coach junior, il y a toujours quelque chose qui comble le vide. Effectivement, comme dit le proverbe, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est que si les médecins ne répondent pas, si les hôpitaux ne soignent pas assez, si la prise en charge des malades n'est pas vraiment faite, le docteur WhatsApp se pointe. Et il est rapide. Mais c'est un terme qui est connu en Haïti, le docteur WhatsApp. Est-ce que c'est vous qui l'avez inventé dans votre livre? Je pense avoir inventé le terme docteur WhatsApp. Okay. Mais sur WhatsApp, effectivement, il y a des gens qui font des prescriptions. Ouais, pour tout. Pour tout. Alors, est-ce qu'on peut survivre à Port-au-Prince, par exemple, sans magouille et sans débrouillardise? Parce que quand on lit votre livre, effectivement, on peut dire, effectivement, c'est une façon d'inventer le réel, la fabrique du réel, j'ai compris comme ça. Toute cette petite, on va dire, contournement, tous ces petits contournements. Mais est-ce qu'on peut vivre en Haïti vraiment sans magouille et sans débrouillardise? Comprenons. Comme je l'avais dit qu'il y a un vide. Quand le vide est créé, c'est remplacé par autre chose. Le grand vide qui est créé, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage, le chômeur, il ne travaille pas. Mais du lever du soleil à son coucher, il doit manger, il doit boire, il doit être logé. Sans parler d'autres besoins. À ce moment, il doit s'ingénier pour sortir sa tête de l'eau. Comme disait l'ancien président, il doit nager pour sortir. Maintenant, que se passe-t-il? Il y a tellement de petites entreprises de fortune que tu vois. Par exemple, le type dont je parle là, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des clés USB. Il achète des clés USB, il les vend. Il y en a d'autres qui ont un laptop et des clés USB. Ils mettent des musiques, des morceaux de musique, des compilations sur des clés USB et les vendent. Ah oui, c'est un business en Haïti. D'accord. Et à côté, il y a un autre qui a un parasol. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend le Moncash. D'accord. Il vend des minutes de téléphone et il vend le Moncash aussi. OK. Mais souvent, c'est des gens qui ont été à l'université. J'ai un ami qui, un jour, qui avait des problèmes, devait sortir de la banque. Il a pris une moto. Et le chauffeur de taxi-moto lui parle de Marx, de Lénine. Et dit avoir étudié, avoir fait des études, mais ne pouvant vendre sa science correctement, ce n'est pas que je ne minimise le fait pour quelqu'un de faire le taxi-moto, mais il est obligé d'acheter une moto. Il dit que il n'a pas été formé pour ça, mais il est obligé. Ce qui fait, tous ceux qui ont du mal à s'en sortir ne sont pas des magouilleurs. Certains sont débrouillards, ils s'en sortent. C'est pour ça que plus loin, je parle de la débrouillardise à double tranchant. En Haïti, les gens louent les débrouillards. Ils les admirent même. J'ai pris l'exemple d'un type qui a utilisé du métal pour faire une antenne. Il y a ajouté des
des fils, et puis il a préparé une antenne, des fils électriques, et l'antenne commence à marcher. L'antenne capte 1, 2, 3, 4 chaînes, et il commence à les vendre. Mais il y a des gens qui achètent. Il y a des gens qui achètent. Qu'est-ce qu'il fait? Il est ingénieux. Il utilise soit des morceaux métalliques, des fils électriques, soit aussi des trucs en plastique pour fabriquer l'antenne. Mais ça, c'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir, c'est un débrouillard. Mais la débrouillardise peut vite glisser vers la mauvaise foi aussi, vers l'autre côté de la débrouillardise. C'est comme le type, comme je raconte, ça c'est une histoire fictive, mais quand j'écrivais ce texte, ça m'est venu à l'esprit et j'ai trouvé amusant de le faire, de l'écrire. Le type, un beau jour, a dit, eh ben, je vais vendre de l'air en sachet. Il installe de l'air et il dit, ça c'est de l'air qui vient des modes. C'est de l'air qui vient des modes. Et certaines personnes se sont mis à acheter. Même la personne qui achète se dit quelque part, c'est pas sérieux ce qu'il raconte. Mais quand on a une communauté qui est livrée à elle-même, quand l'État est aux abonnés absents, les gens se mettent à croire en des choses qu'ils n'auraient pas cru autrement si l'État était présent. Donc cette personne-là, il vendait de l'air à Port-au-Prince. Le type a mis de l'air en sachet, il dit c'est de l'air qui vient des moines. Si tu respires ça, tu vas vivre longtemps. D'accord, et ça a marché, les gens achètent. Les gens ont acheté. Mais tu ne peux pas lui dire que c'est pas vrai, parce que tu as respiré l'air, tu as encore envie. Tu ne sais pas si c'est l'ordre naturel des choses, ou bien si c'est l'air mais c'est une histoire fictive. C'est une histoire fictive. Ah non, mais l'histoire, en fait, cette histoire-là, elle est fictive. Ah, elle est fictive, ok. Elle est fictive. Pourquoi j'ai introduit cette affaire de vendre des sachets d'air? C'est pour dire, voilà jusqu'où la débrouillardise peut aller. Elle peut glisser vers la malhonnêteté aussi. Effectivement. Par rapport au blackout, alors vous comparez un petit peu le redémarrage des générateurs à une petite révolution. En fait, on a l'impression, effectivement, une simple ampoule. Oui. Une simple ampoule, ça peut créer un événement en Haïti. Oh, mais écoute, quand il y a une coupure d'électricité, que l'électricité est rétablie, il y a les gens qui exhalent de joie. Quels gens? Ceux qui n'ont pas l'inverteur, ceux qui n'ont pas les batteries, ceux qui n'ont pas les panneaux solaires. Et qui ne dépendent que de l'EDH. À chaque fois que le courant de ville est rétabli, ils sont contents. C'est à grand cri qu'ils accueillent ça. Eh bien, que se passe-t-il? On parle de Matissan, on parle de générateur. C'est le générateur qui alimente la zone en courant électrique. Le générateur a été en panne pendant longtemps. Le jour où le générateur est réparé, c'est la fête. Il y a quelqu'un qui a dit c'est une deuxième indépendance. C'est une deuxième indépendance. Parce que ça montre quoi? Ça montre que tout ce paradoxe qui existe entre Haïti et d'autres pays. Il y a un Haïti où les gens exaltent de joie devant une génératrice qui commence à marcher, alors que dans d'autres pays, les gens ne remarquent même pas la génératrice parce que c'est une chose qu'ils ont chaque jour et qui reste là, qui ne change pas. Ils ont l'électricité presque tous les jours. Donc en Haïti, c'est un marqueur social d'avoir l'électricité chez soi. Oui. D'avoir une génératrice chez soi. Oui, d'avoir une génératrice chez soi. Ouais. Alors, vous parlez aussi de l'urbanisation dans ce recueil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comment dire l'expression que vous appelez zombies du béton? Les zombies du béton. Voilà. Que se passe-t-il? Surtout actuellement. Les zones qui sont vraiment, qui prétendument sécures, c'est Delmar, c'est Pétionville. Bon, quelque part, et je prends beaucoup de liberté à dire que ces zones sont sécures parce que tout peut arriver à n'importe quel moment en Haïti. Mais il y a des zones qui sont très achalandées en termes de construction. Dans ces zones, les appartements, les studios et autre chose se louent très cher. Mais que se passe-t-il? La moindre parcelle de terrain, sans avoir des fosses sceptiques des fois, sans avoir
et sans que les constructions ne se fassent dans les règles de l'art, les gens construisent des buildings. Ils construisent des buildings et c'est côte à côte. Il n'y a même pas un espace, un couloir entre les buildings. Vous imaginez s'il y a le tremblement de terre. Ouais. Et quand on va à l'intérieur de ces appartements, on voit que c'est un objectif mercantile. La personne a construit ces appartements pour gagner de l'argent. Ce qui fait qu'il n'y a aucun confort. Des fois, il y a des espaces où il n'y a pas de fenêtre, ok, où il y a une douche qui est si petite, où il y a un escalier qui est comme ça. On doit contrôler sa tête, on doit surveiller pour ne pas glisser. Et ça se loue comme eux. Et ça se loue comme des pâtés chauds. Ça se loue. Ça se loue. Ça se loue. Alors qu'il y a des zones où il y a des maisons qui sont bien construites, ces zones sont envahies par les gangs. Parce que, à mesure que les taux se resserrent là, que se passe-t-il? Et le bas de la ville est monté vers Bois-Vernat, parce que la rue des garages, c'était en bas, la rue des garages est montée, mais plus on monte, c'est plus le Koumen va se raréfier. Le Koumen, c'est la surface habitée par l'homme. Cette surface habitable-là va se raréfier. Parce que, et c'est au plus offrant. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé la zone de plaine, qui ont laissé Carrefour Feuille, mais tous se sont rouillés vers Delma et Pétionville. Maintenant, l'immobilier, les maisons sont devenues des ressources critiques. Les appartements, on ne trouve pas d'appartements, les locataires cherchent des appartements, mais n'en trouvent pas. Donc, alors c'est ça le zombie du béton. Les zombies du béton, c'est qui? C'est les contremaîtres et les ingénieurs aussi qui construisent des prisons, je dirais. Construisent des prisons pour emprisonner les gens dans des appartements inconfortables. Mais pourquoi j'appelle ça zombie du béton? C'est quelque part, il y a une mythologie. Par exemple, le zombie, c'est quelqu'un qui est mort, qu'un ouragan a réveillé et met au service d'une personne. Il y a des business au sein desquels, quand un voleur entrait, ça c'est mythologie, bien entendu, je ne peux confirmer, on disait que le voleur entrait ne pouvait pas s'en sortir parce qu'il y avait un zombie qui les gardait à l'intérieur. Eh bien, les gens qui sont dans ce type d'appartement auraient pu ne pas vouloir de ces appartements. Ils auraient pu dire, on ne peut pas vivre là. Mais c'est comme s'ils sont retenus. Par la force des choses. Par la force des choses. Ouais, mais l'expression zombie du béton, c'est vous qui l'avez inventé ou mais ça existe en Haïti? Bon. Avec moi, ça va faire son chemin, mais je ne l'avais pas entendu avant. Alors, dans cet ouvrage, effectivement, vous montrez souvent les Haïtiens qui contournent les règles, etc. Et est-ce que vous pensez que cela relève de la culture, de la nécessité? Est-ce que c'est par nécessité ou bien, disons-le, on est un peu comme ça aussi? Est-ce que c'est pas historique? L'esclave déjà contournait les règles avec le colon. L'esclave contournait les règles avec le colon. Et au lendemain de l'indépendance, que s'est-il passé? Ça n'a pas été facile. L'esclave qui s'est battu s'est vu confiné à l'intérieur de certaines règles. D'où cette affaire de politique agraire de Dessalines, d'où cette affaire de vérification des titres de propriété. Et les anciens esclaves, et les mulattes, les anciens libres, tous ont cherché à contourner l'action de Dessalines. Eh bien, il y a cette culture en Haïti de suivre de sortir des sentiers battus, de suivre des chemins de traverse et de contourner les règles pour atteindre leur objectif. Et ça se passe un peu partout. Par exemple, la personne peut avoir une déclaration définitive d'impôt à faire, et puis quelqu'un, devant la DGI, lui dit, non, mais je peux t'aider, tu vas payer moins. Tu vas payer moins. À chaque fois que la personne a une pièce dont elle a besoin, il y a toujours un débrouillard. Moi, je dis débrouillard, on les appelle aussi raquetteurs. Un débrouillard qui s'en charge. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont été anarqués aussi. Et c'est-à-dire que la personne qui a besoin du service n'a pas le réflexe de douter, de dire, ah ben non, ça je veux pas passer par des moyens détournés, je veux passer par l'administration. On n'a pas ce réflexe-là. Ah, eh ben, écoute, même devant l'ambassade à un moment donné, l'ambassade américaine, il y a des gens qui sortaient de l'ambassade. Les gens faisaient un jeu psychologique. Ils regardaient le visage de la personne et se disaient, cette personne a eu un refus. Et puis ils disaient, ah, je peux t'aider à voir. Il y a beaucoup de gens qui ont été arnaqués comme ça, qui ont déposé de l'argent sur les comptes d'autres personnes censées les aider à obtenir le visa. C'est dingue. Non, mais c'est terrible.
Et c'est des choses, je ne dis pas que c'est des choses qui vont continuer à se reproduire. Parce que cette pratique d'avoir les dessous de table, de faire les choses sous la table, de contourner les règles, cette pratique, elle existe. Des fois, les gens censés fournir le service sont les acteurs de ce système aussi. Ça c'est important de le dire aussi. C'est les acteurs de ce système. Ouais. Parce que, question, si un service doit être donné dans un bureau public, un service public, si un racketteur fait payer à l'utilisateur, au client, s'il n'y a pas connivence, comment va-t-il fournir le service? Est-ce que tu vois? Ouais, je comprends. Il prend de l'argent entre les mains de l'utilisateur ou encore du client qui a besoin et revient avec Avec le ça service. coûte plus cher, Ouais. mais le service est donné. Non, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de me dire là? Vous êtes quelqu'un qui voudrait changer ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui pénètre toute la structure sociale, c'est-à-dire toutes les administrations. Comment on peut, en fait, Là, je parle de services de base. Ouais. Mais il y a des entreprises qui s'arrangent pour ne pas payer tout l'impôt qu'ils auraient dû payer. Est-ce que vous savez, il y a des entreprises connues qui s'arrangent pour ne pas payer, soit à temps ou pour réduire et la base d'imposition. j'imagine en tant que banquier, vous savez de quoi vous parlez. Non, je ne parle pas en tant que banquier de ça. Là, je parle de choses parce que c'est à la banque, c'est rectiligne. Tout se passe Très bien. comme ça devrait se passer. Très bien. Donc du coup, c'est-à-dire que c'est en nous aussi, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire effectivement à un moment donné, peut-être que le fait de ne pas vouloir forcément respecter les règles. Dans ce livre, je montre que les gens ne respectent pas les règles, mais les règles doivent être respectées. Pourquoi? Je le dis globalement, j'ai écrit l'atelier du réel parce que je veux proposer au lecteur un autre regard sur la réalité. Parce qu'un livre, j'aurais pu appeler ça le miroir du réel. Un miroir reproduit fidèlement le réel. Mais ce livre ne reproduit pas fidèlement le réel. J'aurais pu appeler ça la photographie de la photo du réel. Une photo, c'est une coupure du réel à une date donnée. Mais ce livre n'est pas totalement fini. C'est un autre genre construction. Chaque lecteur y ajoutera du sien. Chaque lecteur va continuer à travailler dans l'atelier, à modeler la vie. Parce que ce livre est une main tendue et qui dit, voilà ce qu'il faut changer. Mais chaque lecteur y trouvera du sien. Ouais. Et voudra bien changer ce qu'il pense être en mesure de changer. Parce que l'écrivain n'est pas quelqu'un qui doit avoir ce postulat en se disant qu'il va changer le monde. Il doit proposer un nouveau regard. Le regard va toucher les consciences. Et si les consciences sont touchées, c'est là que commence le changement. Effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que des fois on parle d'écrivain engagé. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que d'écrivain engagé par rapport à d'autres écrivains, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que l'écrivain, l'écriture même, l'acte d'écrire, c'est un engagement. Le fait que j'écris, je prends l'engagement de partager ma vision du monde avec tout le monde. Parce que j'aurais pu écrire pour moi tout seul. J'aurais pu écrire et ne pas publier. Bon oui, ça aurait pas été de l'écriture, qu'on peut proprement parler. Je vais prendre un exemple qui va t'amuser. Il y a une semaine, je faisais une cause de signature à Montréal et j'ai fait une analogie entre le fou et l'écrivain. Si tu vas avec un fou, tu vois quelqu'un en train de parler tout seul. Et que la personne invente un personnage que tu ne vois pas. La personne sort d'un point à un autre du carrefour en parlant tout seul et invente des personnages. Qu'est-ce que tu vas dire de cette personne? Moi, personnellement, généralement, qu'est-ce qu'on dit? Généralement. Bon, les gens penseraient que c'est un fou, c'est ça? Que la personne n'a pas toute sa tête. Mais que fait l'écrivain? L'écrivain sort du début de la page pour arriver à la fin d'une première page pour arriver à la fin du livre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle tout seul. Les livres que tu as lus, tu n'as pas aidé l'écrivain à les écrire. Il parle tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il invente des personnages. L'écrivain le fait dans un livre, le fou le fait au coin des rues. C'est pour cela que j'ai dit que celui qui écrit a eu le choix entre le faire au coin des rues et taxé de fou ou le faire dans un livre. Effectivement. Ouais, c'est pas mal l'analogie, c'est pas mal, c'est intéressant. Mais je dirais effectivement, l'écrivain
En fait, dans un processus de création, il est tout à fait conscient qu'il est en train d'inventer un monde, de créer quelque chose. Ce qui n'est pas le cas du fou. Bon, Qui est entré dans l'histoire et qui y reste. oui. Bon. Qui pense que ces personnages existent vraiment. Ouais, justement. Alors, ce que je voulais dire par rapport à votre livre, c'est peut-être la dernière question. Vous critiquez beaucoup notre l'obsession haïtienne pour l'étranger. Oui. Tout ce qui est l'étranger. Est-ce que pour vous, partir, ce désir de partir, tout ça, est-ce que c'est une trahison ou, enfin, je sais pas. Je ne dirais pas trahison, parce que ça dépend de la situation de la personne. Ça dépend de la situation de la personne. Il y a des gens qui ont beau galérer, mais qui n'ont pas trouvé façon d'être qui n'ont pas trouvé du travail, une manière de s'en sortir aussi en Haïti. Si la personne se projette vers l'étranger, il n'y a pas de problème. Des fois, il faut partir pour revenir, il faut partir pour s'en sortir. Mais quand je parle de l'obsession vers l'étranger, on a une génération, on a beaucoup de gens qui n'ont qu'une chose, vouloir laisser Haïti. Et quand on a tellement de gens qui veulent laisser Haïti comme ça, c'est un danger. Parce que si tout le monde veut partir, qui va rester? Si tout le monde veut partir, qui va toucher les consciences? Je sais actuellement qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui sont à l'étranger. C'est pas la force des choses. À cause de l'insécurité, ils ont été kidnappés et autre chose. Mais il y en a d'autres qui ont toujours voulu partir. Parce que cette personne-là qui arrive aux États-Unis, qui arrive au Canada, qui arrive en France, elle travaille 2 fois plus que quand elle était en Haïti. Elle est venue, elle a trouvé un système. Mais cette même volonté-là, si elle était mise au service du pays, si dans mon pays je travaillais comme ça, j'avais ce professionnalisme, beaucoup de choses auraient pu changer. La personne arrive dans un autre pays, s'adapte, mais en Haïti, la personne préfère partir au lieu de mettre les mains à la pâte. Il y en a, je le redis, qui s'en vont parce qu'il le faut, parce qu'il fallait qu'ils partent. Mais il y en a aussi qui préfèrent un ailleurs clignotant que de faire briller leur patrie. Je le sais, beaucoup vont revenir. De force ou de gré. Non, mais ils vont revenir parce que ce qui se passe en Haïti là, ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour ou l'autre, il y aura une éclosion. Il y aura une situation où les gens qui sont en train de souffrir vont se dire, ça n'est assez. À ce moment, que ce soit à l'amiable ou dans le sang, le changement doit venir. Maintenant, il y aura un long chemin du retour. Là, je fais référence au livre de Daniela Ferrière, d'un autre genre. Il faudra revenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout, qui ont travaillé toute leur vie et voyaient leur retraite sous les cocotiers au bord de la plage en Haïti. Mais actuellement, ce n'est pas vraiment possible. Ce n'est pas vraiment possible. Mais certains s'en vont, peut-être c'est un peu de lâcheté, d'autres parce qu'ils ne peuvent pas gérer la situation, mais rester aussi est un acte de courage. Ouais, effectivement. Ouais. Rester est un acte de courage. Dans le livre, je le dis, il y a un type qui dit mieux vaut passer la serpillière dans un autre pays dès que ça ne soit pas Haïti. Dès que ça ne soit pas Haïti. On a besoin que des gens croient au rêve haïtien. Par exemple, moi, lors de la sortie de mon premier livre, j'avais écrit au dos, la 4e de signature. De couverture? La 4e de couverture, merci. J'ai fait le rêve de vivre en Haïti et d'y mourir. Et ce rêve est encore en marche. J'espère que d'y mourir, ça prendra une 30aine d'années encore. Ah, ben, j'espère pour vous aussi. Oui, ah non. Alors, mourir pour la patrie, c'est bien beau, mais très vieux. Oui, justement. Alors, ma dernière question, parce que toutes ces histoires que vous racontez, effectivement, dans l'atelier du réel, toutes ces débrouillardises, vous dites que le fil conducteur, c'est la dignité. Pourquoi? Oh, mais c'est la dignité. Par exemple, quelqu'un qui s'en va vendre des clés USB, c'est parce qu'il veut se prendre en charge. Quelqu'un qui essaie de s'en sortir, c'est pour prendre en charge sa famille, pour conserver sa dignité. Parce que quand la personne prend
et s'en va dans les rues pour quémander, c'est pas de la débrouillardise. La personne demande à d'autres d'être débrouillards pour l'aider. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le réel, on est d'accord que le réel n'est pas parfait. Mhm. Le réel doit être modifié. Le réel doit être embelli. D'où l'atelier. On a besoin d'un atelier. Quand tu vas chez un ébéniste, tu vas dans son atelier, qu'est-ce qu'il fait? Il polit les meubles, il leur donne une autre jeunesse, il en crée d'autres. Mais le réel a besoin d'être modifié aussi. Que ce soit l'influenceur de Carrefour-Feuille, il peut être influenceur et profiter par hasard de cette bagarre pour devenir célèbre, mais il doit continuer à se former pour raconter de bonnes choses. Ceux qui ont de bonnes choses à raconter aussi doivent utiliser un langage d'époque pour pouvoir toucher les gens. Est-ce que tu vois? Oui. Parce que entre celui qui n'a pas de contenu et celui qui a des contenus, chacun doit faire la moitié du chemin. Tout ça relève de la dignité humaine. Parce que le réel s'ingénie à exister et il y a des gens qui se battent pour rester en vie économiquement, en vie socialement. Mais c'est une question de dignité. C'est une question de dignité. Merci beaucoup, Jimmy Marval. Merci, Monsieur Férélus. D'être venu nous parler de ce livre, effectivement, qui se lit très très bien, qui est bien écrit aussi, je dois l'avouer. Et l'atelier du réel, effectivement, qui parle de ces morceaux de vie, de ces morceaux de parcours à Port-au-Prince et qui permet de comprendre vraiment le pays réel, le vrai pays, pas seulement le pays qu'on voit en fait dans les images, la violence, etc. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.